Pour n'importe quel enseignant, une salle de classe, c'est tout un univers. Alors, comment on navigue là-dedans avec succès? Eh bien, la réponse, elle tient dans un outil essentiel, la planification pédagogique. C'est un peu la boussole qui va guider chaque leçon, chaque activité, et qui transforme le potentiel en véritable apprentissage. Allez, on plonge ensemble dans cet art de la préparation. On va commencer par une question un peu fondamentale. L'enseignement, est-ce que c'est une sorte de navigation à vue, où on gère les imprévus au jour le jour, ou est-ce que c'est une démarche qui doit être structurée? C'est tout le dilemme, en fait, entre le chaos et la méthode. En gros, qu'est-ce qu'on choisit? L'improvisation totale ou une organisation bien solide? C'est vrai que l'impro, ça peut paraître créatif, mais en réalité, c'est l'organisation qui pose les fondations. Des fondations sur lesquelles la vraie magie pédagogique peut enfin opérer. D'ailleurs, les sources sur lesquelles cette analyse s'applique sont très claires là-dessus. Cette petite phrase, elle résume tout. Sans elle, on ne va nulle part. C'est une affirmation qui est quand même très forte et qui nous dit que la planification, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue pour avancer. D'accord, mais allons un peu plus loin. Pourquoi est-ce que c'est si important au fond? La planification, ce n'est pas juste une histoire d'agenda à remplir, c'est une vraie démarche intelligente. C'est la conception, le design d'un enseignement cohérent. Alors, la planification pédagogique, c'est quoi exactement? La définition, c'est l'organisation et la programmation des activités pédagogiques au cours d'une période donnée afin d'atteindre des objectifs précis. Et le mot qui change tout ici, c'est précis. L'idée, ce n'est pas de remplir des heures, c'est de construire un chemin intentionnel vers un but. Une bonne planification, ça repose sur des piliers solides. Tout commence avec des objectifs clairs et surtout avec les besoins des élèves. Ça, c'est le point de départ. À partir de là, on choisit les contenus, on varie les méthodes d'enseignement et on évalue au fur et à mesure. Mais le point vraiment crucial, c'est la flexibilité. Un plan, c'est pas un document rigide, c'est un guide qui doit pouvoir évoluer. Et qu'est-ce qu'on y gagne à faire tout ça? Eh bien, les bénéfices sont énormes. Fini le temps perdu, l'improvisation un peu hasardeuse, la qualité de l'enseignement grimpe en flèche, la motivation des élèves suit et tout le processus devient bien plus cohérent. On gagne en efficacité, en sérénité et en plus, on est sûr de respecter le programme. Allez, on a vu le pourquoi, maintenant passons au quoi. Concrètement, ça prend quelle forme cette planification? On va se pencher sur les deux instruments principaux de l'enseignant, l'emploi du temps et les répartitions. En fait, on a deux outils qui se complètent. D'un côté, l'emploi du temps. C'est la planification de la semaine, pour optimiser chaque heure. Et de l'autre, on a les répartitions, qui sont mensuelles ou annuelles. Elles donnent une vision sur le long terme pour être sûr de couvrir tout le programme. Pour faire une image, l'un c'est le sprint de la semaine, l'autre c'est le marathon de l'année. Voilà à quoi ressemble le squelette d'un emploi du temps. C'est vraiment la structure de base de la semaine. Une grille toute simple avec les jours et les heures qui permet à l'enseignant d'organiser le rythme de la classe pour que chaque moment soit utilisé intelligemment. Et son grand frère, pour le long terme, c'est la répartition mensuelle. La structure est un peu différente comme on peut le voir. Souvent, on va organiser l'apprentissage autour d'un thème central, d'un centre d'intérêt qui va donner une couleur, une direction au mois qui arrive. Bon, on a les outils. Maintenant, la grande question. Comment on les construit? On entre dans notre dernière section, celle où on met les mains dans le cambouis, la mise en action du plan. C'est là que la théorie devient pratique. Alors, créer un emploi du temps efficace, c'est tout un art. Ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, on analyse le programme. Ensuite, on fait la différence entre les matières qui demandent beaucoup de concentration, comme les maths ou le français, et les disciplines d'éveil, comme l'art ou la musique. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument tenir compte du rythme biologique de l'enfant. On va donc placer les matières exigeantes quand l'énergie est au top, genre entre 9 h et 11 h, et puis on alterne pour que tout le monde reste attentif. C'est de la psychopédagogie en action. Et voilà, un chiffre qui est la clé de tout. Entre 4 et 12 ans, la capacité d'attention d'un enfant, ça oscille entre 15 et 35 minutes. Pas plus. C'est pour ça que la plupart des leçons durent environ 30 minutes. Si on va au-delà, on risque de perdre une bonne partie de la classe. Toute la structure de l'emploi du temps, en fait, elle repose sur cette réalité. Bon, et pour le long terme, comment on fait pour savoir si on avance bien, pour pas se retrouver en panique à la fin de l'année? Eh bien, il existe un indicateur pour ça, le taux de couverture des programmes, le fameux TCP. C'est un outil tout simple pour vérifier qu'on est dans les clous et pour garder le cap sans stress. Et la formule, vous allez voir, elle est super simple. On prend le nombre de leçons qu'on a réellement faites, on le divise par le nombre de leçons qu'on avait prévues et on multiplie le tout par 100, ça nous donne un pourcentage, une photo instantanée de notre avancement.
Par exemple, imaginons qu'on avait prévu 22 leçons en français ce mois-ci. On a réussi à en faire 20. On fait le calcul et hop, ça nous donne 90,91%. L'enseignant sait tout de suite qu'il y a un tout petit retard à rattraper. C'est un vrai outil de pilotage. Pour la répartition du mois, la logique est un peu différente. On part du calendrier scolaire, bien sûr, et on identifie ce qu'on doit enseigner. Et la structure clé, c'est souvent un rythme de 3+1, c'est-à-dire 3 semaines d'enseignement, de nouveaux apprentissages, suivi d'une 4e semaine qui est réservée à l'intégration, à l'évaluation et à ce qu'on appelle la remédiation. En gros, c'est une semaine pour consolider et pour aider ceux qui ont plus de mal. C'est un cycle très vertueux. Et tout ça nous ramène à cette idée absolument fondamentale. Un plan, ce n'est pas une prison, ce n'est pas gravé dans le marbre. Comme le dit la citation, il doit être flexible pour permettre des ajustements, pour s'adapter aux élèves, à leurs besoins et à tous les imprévus de la vie d'une classe. On va donc terminer avec cette réflexion. On a souvent tendance à opposer la structure et la créativité. Mais si, en fait, un bon plan n'était pas l'ennemi de la créativité, mais son meilleur allié, une structure bien pensée qui libère l'esprit de l'enseignant de la charge mentale de l'organisation pour qu'il puisse se concentrer sur l'essentiel, créer cette fameuse étincelle de l'apprentissage. C'est la question que cette analyse nous invite à poser.